Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Je salue ceux qui ont décidé de devenir mes followers, en guillemets, de me suivre. J'apprécie beaucoup vos likes. J'apprécie beaucoup aussi que vous me suiviez pour ces courtes vidéos. Voici, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur, en fait, c'est une question que je me pose. Est-ce que la Chine n'est-elle pas devenue un État voyou, au même titre que la Libye, la Syrie ou d'autres États? Je vais y revenir. En ce qui concerne mon background, je tiens à préciser que je suis maître Claude Laferrière, avocat depuis 1992. Et que mon cheminement académique consiste, j'ai un baccalauréat, une maîtrise en philosophie, de même qu'une scolarité de doctorat, que j'ai complété, mais je n'ai jamais déposé ma thèse pour des raisons de mise à jour que je devais faire. Je n'avais plus le temps. Bon, voici. Ensuite, j'ai complété une maîtrise en droit international à l'Université de Georgetown, spécialisée en droit de la sécurité nationale. J'ai publié plusieurs ouvrages, dont un traité de droit de sécurité nationale, un ouvrage en anglais, Five Essays on U.S. National Security Law. Sur le plan professionnel, j'ai été membre du Royal 22e Régiment, l'unité de réserve, 4e bataillon, un bataillon d'infanterie. J'ai joint la force régulière à la veille du premier référendum, ce qui m'a en quelque sorte... Et là, j'ai eu un choix à faire puisque j'avais été admis à l'Université McGill en droit. Après une session, j'ai abandonné. Une session que j'ai réussi, soit dit en passant, mais que j'ai abandonné pour joindre la force régulière des forces armées la veille du premier référendum, évidemment dans un esprit patriotique et pour défendre le Canada, qui était menacé à ce moment-là. Par la suite, j'ai, sur le plan professionnel, j'ai travaillé pour la société American Motors comme coordonnateur régional à American Motors Jeep, dis-je. Par la suite, suite à l'achat de l'entreprise, la prise de contrôle de l'entreprise par la Régie Renault, j'ai quitté pour joindre le service correctionnel où j'ai travaillé pendant 28 années et je suis médaillé du service correctionnel, ce qui m'a donné l'occasion de reprendre mes études de droit à l'Université de Montréal où j'ai complété une maîtrise, un baccalauréat et une maîtrise avec Maître Yvon Renaud, qui est, si vous voulez, le père du droit corporatif québécois. J'ai fait mon stage à la Commission des valeurs mobilières du Québec avec M. Paul Fortuneau, ce qui fut une expérience fort enrichissante. Par la suite, j'ai ouvert mon bureau à Boucherville de 1992, dis-je, à aujourd'hui. Voilà, grosso modo. J'ai fait du bénévolat pour la revue du barreau de 2010 à 2020 et pour les victimes d'actes criminels avec le sénateur Pierre-Luc Boisvenu dans le cadre des activités de l'AFPAD. Je pense que ça résume assez bien. Venons-en maintenant au sujet. La Chine n'est-elle pas devenue un État voyou? Pourquoi avancer cela? On sait que la Chine aujourd'hui se retrouve dans une situation géopolitique où elle occupe, si vous voulez, où elle est perçue comme un agresseur potentiel par rapport à Taïwan, par rapport à la mer de Chine. D'ailleurs, dans le dossier de la mer de Chine, elle refuse de reconnaître l'arbitrage international qui l'a condamné et qui l'opposait aux Philippines. Ce qui fait que sur le plan du droit international, la Chine est dans une situation extrêmement problématique par rapport aux Philippines, par rapport à la mer de Chine, mais aussi par rapport à Taïwan. Donc, il existe, est-elle devenue un État voyou? Pourquoi dire cela? Il faut revenir d'abord à avoir une perception, je dirais, originelle de la Chine. Est-ce que la Chine est un pays communiste? Et ça, c'est une question qui est fondamentale pour comprendre ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut d'abord se comprendre ce qu'est le
communisme, en guillemets, qui est en fait le marxisme-léninisme qui s'inspire de Karl Marx, de Friedrich Engels et de Feuerbach, des auteurs allemands qui se sont placés, si vous voulez, en situation, je vous dirais, critique, en opposition par rapport aux monarchies européennes, par rapport aux dictatures, entre guillemets, européennes, et qui ont initié, à partir du rationalisme de Descartes, Newton et d'autres, une vision davantage, si vous voulez, une vision politico-économique de la société, en opposition à une vision, si vous voulez, davantage théologique, religieuse, ce qui était défendu par les monarchies. Donc, je ne vais pas entrer dans des débats philosophiques, mais simplement pour vous dire que Karl Marx, Friedrich Engels et je vous dirais aussi Hegel et Nietzsche ont fait de l'État, c'est-à-dire l'Aufklärung, le gouvernement, l'État, vraiment une sorte d'absolu. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'Assemblée constituante, si vous voulez, la principale composante de l'État dominée par Aufklärung, c'est-à-dire par un chef, par une dominance, un leadership, une sorte de... Enfin, ce qui va être interprété par certains comme une dictature, mais ce qui va devenir avec le manifeste du Parti communiste, les manuscrits de 44 de Marx, le Capital, etc., l'Assemblée générale, si vous voulez, des membres, des représentants du Parti communiste sous le chapeau du secrétaire général avec leur bureau, le politburo, ainsi de suite. Donc, il y a cette idée du communautarisme où les moyens de production, et là c'est important, les moyens de production, c'est-à-dire les usines, l'agriculture, tout ce qui recoupe le secteur primaire, les pêches, l'agriculture, les mines, le secteur secondaire, la fabrication, tout ça appartient à l'État, c'est contrôlé par l'État. Autrement dit, une société où tout le monde est fonctionnaire. Ça, c'est vraiment l'esprit, si vous voulez, de la dictature, ce qu'on va appeler la dictature du prolétariat après la Révolution, hein, parce que dans le manifeste du Parti communiste, il y a 3 étapes. Là. Vous avez la Révolution, c'est-à-dire le renversement de l'establishment. Ensuite, vous avez l'établissement de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le prolétariat incarné par l'État et l'Aufklärung prennent le contrôle des moyens de production et assurent à la communauté tous ses besoins. Donc, une prise totale du contrôle de l'économie par l'infrastructure étatique et évidemment le bannissement de la religion qui est considéré comme l'opium du peuple. Ça, c'est les thèses de Feuerbach. Et donc, on se retrouve avec un État laïque. Hein, la laïcité dans le communisme, c'est très important. C'est très important pour le gouvernement du Québec aussi, je dis en passant. Hein. Donc, cette laïcité marxiste-léniniste mène à, si vous voulez, un contrôle absolu par le secrétaire général du Parti communiste qui contrôle vraiment toutes les instances. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve finalement avec, dans tous les pays qui ont expérimenté la révolution marxiste, on se retrouve avec une dictature, n'est-ce pas? Et des élections qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de démocratie truquée, où finalement les gens vont voter pour des membres qui sont tous, si vous voulez, des acquis au marxisme-léninisme et qui peuvent représenter de légères des interprétations différentes du marxisme. Donc, il y a une espèce de démocratie d'élection truquée où il n'y a pas vraiment d'opposition au marxisme. Et voilà, c'est ce qu'on va voir dans des pays comme Cuba, Venezuela. Autrement dit, les représentants de districts du peuple à l'Assemblée générale subissent une certaine forme d'élection, mais en réalité, c'est simplement des divergences de doctrine, de la même pensée qui est planifiée, qui est la même pour tout le monde. Et évidemment, ce sont des sociétés, mais sociétés marxistes, où la censure joue un rôle extrêmement important pour éviter la contamination par la religion et surtout par la liberté.
Donc, la question qu'on peut se poser en ayant tout ça à l'esprit, considérant la propriété étatique des moyens de production, considérant l'importance de l'Assemblée générale, considérant le leadership du secrétaire général du Parti communiste, est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui la Chine est toujours un pays communiste? Eh bien, en 2004, il s'est produit un phénomène absolument incroyable, c'est-à-dire que l'Assemblée générale a apporté des amendements à la Constitution de la République populaire de Chine, que vous pouvez consulter en anglais, qui est disponible sur Google. Elle a adopté, en fait, le cadrage, le formatage de la Constitution a changé, et dans les articles de 11 à 18 de la Constitution, on introduit la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que là, maintenant, il peut y avoir des chefs d'entreprise, n'est-ce pas? Mais sous contrôle du Parti communiste, bien entendu, donc sous contrôle de Xi Jinping. Et on favorise les investissements étrangers en Chine, ce qui veut dire que, contrairement à ce qui se faisait avant, eh bien là, les investisseurs étrangers peuvent aller s'établir en Chine et finalement participer à la richesse. Et il y a un article très important sur la productivité des travailleurs, c'est-à-dire qu'il faut que les travailleurs soient productifs. C'est une norme constitutionnelle en Chine. Évidemment, tout ça, ça se fait dans un contexte de commerce local et international, où tout doit s'exercer conformément aux directives du parti, contrairement dans nos démocraties où finalement le commerce est libre et finalement on peut faire à peu près tout ce qu'on veut sauf ce qui est interdit. Donc le principe, je vous dirais la présomption de base, c'est la liberté du commerce, alors qu'en Chine, il faut faire le commerce conformément à ce qu'on vous dit de faire selon les paramètres et en dehors de ça, il n'y en a pas de commerce. Mais il reste qu'en 2004, on a ouvert la porte à ce que moi j'appelle les oligarques, c'est-à-dire les nouveaux riches en Chine. Maintenant, il y a une classe de gens très riches en Chine. Et là, on n'est plus dans le communisme. Mais les premiers articles de la Constitution n'ont pas changé. On parle encore de propriété publique des moyens de production, etc. C'est comme si c'était un devoir mal fait. Hein? Vous lisez la Constitution de la République populaire de Chine et, disons, à certains articles, ça dit blanc, d'autres, ça dit noir. Donc, il y a des dispositions qui sont, du point de vue de la logique formelle, là, je vous dirais, incompatibles. Là, ça ne marche pas. Là, à un moment donné, il faut savoir, là, est-ce que c'est la propriété commune ou si c'est la propriété privée. Mais on reconnaît définitivement maintenant la propriété privée. Mais ce qui est le plus magique, c'est cette disposition sur la productivité des travailleurs et le fait qu'en Chine, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat indépendant. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de ligne de piquage. Tout le monde est heureux tout le temps. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de force ouvrière comme ici en Occident, où on a des syndicats qui sont très indépendants du gouvernement et qui défendent les intérêts de leurs membres. Ça, oubliez ça en Chine, là, ça n'existe pas. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nos oligarques, nos milliardaires ici, là, aiment bien faire de la business en Chine. Il n'y a pas de syndicat. Bon. Donc, soyons clairs, il n'y a pas d'opposition. Il suffit d'être bien vu par le parti. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, bien vu par le parti? J'ai pas de réponse à ça. Bon. Il y a aussi, ce qui est très important, des paradigmes majeurs dans les normes constitutionnelles chinoises. C'est le principe de la stabilité sociale. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de ligne de piquetage. Et là, la constitution chinoise pour le territoire de Hong Kong va être amendée prochainement pour y inclure, pour y élargir des dispositions sur la trahison et la sécession. Et là, il faut comprendre qu'en Chine, lorsqu'on parle de ces dispositions-là, on parle de la peine de mort. Hein? Tout ce qui peut nuire à la stabilité sociale de la Chine est passible de la peine de mort. Et là, il faut comprendre que ça comprend toute une série d'infractions là, qui ont pour effet, si vous voulez, de perturber la société. Bon, c'est évidemment cette façon de voir et de penser la vie en société. C'est ce que moi j'appelle une doctrine d'État. Il y a la loi, les règlements, et au-dessus de la loi et les règlements, il y a une doctrine d'État. C'est-à-dire des principes, des paramètres et des paradigmes secrets, non dits, qui font en sorte qu'un climat de terreur existe,
et que finalement on a intérêt à fonctionner à l'intérieur de certaines limites. Généralement, c'est clair, heureusement. Et ce qui, évidemment, vous enlève la possibilité de vous défendre en disant, bon, ben là, disons que l'aveuglement volontaire, là, ça devient pratiquement l'accusation qui, qui est sous-jacente à l'accusation principale, c'est-à-dire l'attitude d'aveuglement volontaire. Ouais, c'est ce qu'on va vous rapprocher. Cette doctrine d'État, maintenant, elle se caractérise d'abord et avant tout par la censure. N'est-ce pas? Le mot liberté, là, oubliez ça, là, c'est plus dans le vocabulaire. Là, n'est-ce pas? Vous dites ce que le chef dit de dire. Hein? C'est clair? Parce que sans ça, il va y avoir des sanctions. Ce qui crée, bien entendu, aussi, ce qui amène à créer à l'intérieur de la doctrine d'État une ségrégation à l'égard de certains groupes religieux, entre autres, qui sont continuellement pourchassés, à l'égard de certains intellectuels qui osent penser différemment, et à l'égard, je vous dirais, d'un système de justice où la justice est sommaire, surtout en matière criminelle, et les sentences exécutées très rapidement. Et c'est intéressant de voir que cette situation des droits de l'homme ne dérange pas du tout les oligarques européens, américains, canadiens, québécois. Là. Nos millionnaires, eux autres, la question des droits de l'homme là-bas en Chine, là, sont très confortables avec ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas en autant que ça rapporte. Là. Voilà, c'est ça. Et là-dessus, le gouvernement chinois livre la marchandise. Ils sont très efficaces, sont très bons, sont admirés. Voilà. Et cette doctrine d'État comprend ce qu'on appelle des plans quinquennaux, c'est-à-dire des plans de développement sur 5 ans, complètement dirigés par l'État et les oligarques chinois, c'est-à-dire ceux qui ont été créés, ceux qui ont émergé des amendements de 2004. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Chine, vous avez des gens très riches et vous avez des gens très pauvres. Hein, parce qu'il existe évidemment un phénomène de rareté, ce qui touche d'ailleurs tous les pays qui connaissent des dictatures, des tyrannies, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, c'est la liberté qui amène la richesse. Je ne vais pas répéter Adam Smith, ou les canons, si vous voulez, de l'économie traditionnelle, une chose est certaine, plus vous étouffez la liberté, plus vous tuez votre économie. Ça, les deux vont ensemble. Et plus l'État impose des restrictions aux libertés, évidemment, dans le contexte de la pandémie, on y goûte de par les temps qui courent. Et voilà. Donc, il faut comprendre qu'à partir de ces nouveaux oligarques, s'est créé un réseau international d'oligarques qui ont une admiration sans borne pour la Chine et qui s'enrichissent d'ailleurs par le biais des paradis fiscaux, qui parviennent à, si vous voulez, à éviter des charges fiscales. C'est la fiscalité internationale, ce qui est très à la mode dans le milieu juridique. Là. Et tout ça est supporté par la Chine. Voilà. Donc, ça nous aide un peu à comprendre ce qui se passe présentement au Québec, qui est une copie, je vous dirais, une mauvaise photocopie du modèle chinois, qui, eux, les Chinois, ont implanté la numérisation et le contrôle des populations par le biais de ce qu'on va appeler le pass sanitaire, mais qui est en fait un moyen de contrôle sociétal absolument, qui est absolu et qui donne accès à l'État à toute l'information possible et imaginable, que ce soit l'information médicale, financière ou tout autre. Et là, si vous êtes vraiment, passez-moi l'expression, est suivi à la trace. Et ce qui comprend les courriels, tout. Et par le biais d'une stratégie des petits pas, une stratégie chinoise, à savoir on avance de 1, on recule de 2, on avance de 3, on recule de 1, on avance de 4, on recule de 3, ainsi de suite. On arrive à l'érosion complète de toutes les libertés individuelles.
n'est-ce pas? Et ça c'est le modèle technocratique chinois, supporté par les oligarchies en Occident. C'est tout à fait conforme à, je vous dirais, un plan, je vous dirais, pratiquement militaire de conquête, d'envahissement. Parce que voyez-vous, la guerre a changé de nature. On revient un peu à ce qu'étaient les guerres dans l'Antiquité. N'est-ce pas? Les guerres dans l'Antiquité il n'était pas question de détruire des infrastructures. Hein. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a été une guerre de destruction d'infrastructures. Des infrastructures que les Alliés, les Américains en particulier, ont été obligés de rebâtir avec le fameux plan Marshall. Hein, ils ont été obligés de rebâtir en Asie, ils ont été obligés de rebâtir en Europe surtout. Et, mais maintenant, le nouveau modèle de guerre, c'est un peu, si vous voulez, les deux extrêmes. Ou ça va être la guerre nucléaire, ou bien on va se retrouver avec des guerres de type biologique, ou encore des manipulations de l'économie qui vont faire en sorte qu'on va créer de l'inflation, on va créer de la rareté. Bon, on sait que les mesures sanitaires créent l'inflation, créent la rareté, et que finalement on se retrouve avec un système qui ressemble de plus en plus à ce qui se produit en Chine, enfin ce qui est déjà implanté en Chine, et là que d'autres pays veulent implanter, dont la France qui est rendue très loin. Du côté américain, bien entendu, là, eux sont au bord de la guerre civile, parce que, évidemment, la moitié des États-Unis n'acceptent pas le modèle Biden. Hein, il y a de nombreuses causes devant les tribunaux. La Cour fédérale rend des décisions parfois favorables aux démocrates, parfois favorables aux républicains dans le dossier de la passe sanitaire. On a le même problème ici au Québec, sauf que, évidemment, le principe de déférence est très fort au Canada, déférence à l'égard de l'exécutif. Donc, je vous dirais que le modèle chinois est en progression à l'heure actuelle. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et ça s'appelle la dictature des oligarques qui sont supportés par la Chine. Donc, voilà. Il faut comprendre que tout ça fait en sorte qu'on vit dans un contexte de démoralisation sociale extrêmement avancé et où les médias font finalement répéter toujours la même nouvelle 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça en est inaudible. Là-dessus, écoutez, je n'ai pas de conclusion nécessaire, je n'ai pas nécessairement de conclusion à tirer de tout ça, sinon pour dire que nous vivons une période extrêmement noire dans l'histoire du Québec. Et que la religion, au fond, la prière, nos convictions personnelles profondes, ce sont elles qui vont nous soutenir. Ce sont elles qui vont nous aider à passer à travers cette dure épreuve. Jamais j'aurais cru à mon âge vivre la tyrannie. Jamais. Jamais. Mais voilà, on en est rendu là. Là-dessus, je vous souhaite une belle et bonne journée malgré tout. Et comme on dit, si vous êtes croyant, faites confiance à Dieu, priez. Si vous êtes athée, prenez le temps de réfléchir et de penser, de trouver chez les philosophes peut-être certaines réponses à vos angoisses. Là-dessus, bonne journée. Au revoir, à la prochaine.